Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Samantha Dodard, responsable du département qualité et droit des usagers à l'ARS Bretagne. Bienvenue dans ce neuvième épisode des Midis de la qualité, un rendez-vous qu'on a le plaisir de co-organiser avec le CAPS Bretagne et le CREAI Bretagne. Depuis leur lancement, ces temps d'échange ont pour ambition d'accompagner les professionnels des ESMS sur les enjeux de la qualité en lien avec les dispositifs des évaluations, à travers des formats courts, accessibles et directement utiles au terrain. En tout cas, c'est ce pourquoi on les organise. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour un épisode inédit construit en partenariat avec l'autorité de santé, du fait des évaluations successives qu'il a pu avoir sur le dispositif des évaluations qui sont intervenues au cours des derniers mois. Il nous est apparu essentiel de faire participer l'autorité de santé pour répondre à vos questions qui sont multiples, hein, et puis pour mieux comprendre les enjeux qu'il y a autour de ces évolutions. Au cours de ce webinaire, plusieurs thématiques essentielles seront abordées. Donc, les regroupements des évaluations, les évolutions réglementaires relatives aux accompagnés traceurs, notamment sur le nombre de jours sur site, les précisions apportées au niveau des cotations et de la publication des résultats, et donc la mise en ligne sur Caliscope. Entre chaque séance, des temps d'échange permettront de répondre progressivement à vos questions. Pour faciliter la gestion de ces échanges, nous invitons à utiliser exclusivement l'onglet Q et R qui sont à disposition en bas de votre écran. Nous avons la chance d'être accompagnés aujourd'hui par les représentants de la HAS, donc Clarence Firpion et Audrey Anne, que l'on remercie pour leur participation et qui, on espère, pourront répondre à l'intégralité de vos questions. Donc à l'ARS Bretagne, nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux pour ce temps d'échange, hein, qu'on a conçu pour vraiment répondre à toutes vos interrogations et que ce soit vraiment du pratico-pratique au sein de vos établissements. Merci pour votre participation nombreuse et qui donnera lieu à de nouveaux webinaires au cours de l'année 2026, mais on reviendra vers vous pour en parler très prochainement. Je vais laisser la parole donc à la HAS pour la présentation qu'ils vont vous faire. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Madame Godard. Je me représente pour tout le monde. Je suis Monsieur Firpion, chef de projet de l'autorité de santé au service évaluation. Avec ma collègue Audrey, nous remercions l'ARS Bretagne de cette invitation, le CREAI et le CAD Bretagne pour l'organisation de ce webinaire. Si vous voulez bien avancer d'une slide, s'il vous plaît. Non, juste slide suivante, s'il vous plaît, on peut avancer. Je ne sais pas si on entend. Excusez-nous, je n'ai pas certain de vous entendre correctement. Ah, vous m'entendez pas. Ça coupe un petit peu. Vous m'entendez mal, c'est ça? Moi, Allez-y. moi, je t'entends bien, Clarence, Ok, mais vous m'entendez bien. Ok, Ok, j'avais un doute. merci. Juste par contre, je crois que le PowerPoint s'est enlevé et c'est pas nous qui avons la main. Ça arrive. Excusez. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On nous dit que le son est bon, effectivement. Eh bien, dans ce Peut-être cas, le on micro. attend juste pour la présentation. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour introduire ce webinaire, on a souhaité faire un rappel sur les fondements et les outils du nouveau dispositif d'évaluation. Si on veut bien avancer d'une slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc effectivement, donc pour rappel, donc ce nouveau dispositif est une obligation légale pour l'ensemble des ESSMS qui sont mentionnés dans l'article L312 du Code de l'action sociale et familiale, sauf dérogation prévue par le même code. C'est une évaluation qui doit être réalisée tous les 5 ans par un tiers extérieur que nous, au sein de l'HF, nous appelons les organismes évaluateurs, ou EE, un peu plus vulgairement. Et l'objectif, finalement, qui a été porté sur ce nouveau dispositif, c'est d'être en capacité de mesurer la qualité des prestations délivrées par les ECSMS aux personnes accompagnées et également à leurs proches. Si on veut bien avancer d'une slide.
Merci beaucoup. Donc, un rappel sur les objectifs de cette évaluation, comme je viens de le dire juste avant, hein. L'idée, c'est finalement de permettre aux personnes accompagnées d'avoir une meilleure connaissance du niveau de qualité d'un ESSMS, et notamment de là où ils se trouvent, et également pour leurs proches, de savoir que les ESSMS dans lesquels ils sont ont un niveau de qualité qui respecte un certain nombre de normes. Et voilà pour les personnes accompagnées. Au niveau des professionnels, l'idée, c'était en fait finalement d'avoir un outil de management interne, notamment pour la direction, pour pouvoir chercher à améliorer en permanence les pratiques. Donc c'est encore une fois ce qu'on dit nous souvent à la HAS, c'est que l'évaluation c'est quelque chose qui se vit au quotidien, parce que c'est au quotidien finalement qu'on fait avancer les pratiques, qu'on les améliore, qu'on les transforme et qu'on permet ainsi d'avoir un meilleur accompagnement pardon, de la personne. Et au niveau des autorités, c'est également un dialogue donc, entre la TC et finalement l'organisme ou la structure pardon, qui accompagne ces personnes au quotidien pour pouvoir finalement effectivement, dans un premier temps, comme vous voyez sur la slide, permettre de renouveler les autorisations, mais aussi finalement d'accompagner, de mettre des objectifs en place, de pouvoir finalement avoir un dialogue pas seulement financier, mais aussi de qualité au niveau de la qualité par nos accompagnements. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le référentiel, on a cherché à la HAS en fait à le rendre le plus facile possible, le plus compréhensible possible. Je ne dis pas qu'on a réussi, mais en tout cas, c'était notre intention. Il se découpe en 3 chapitres, 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères. Dans les 157 critères, il y a des critères qu'on met de l'ordre du standard, d'autres qu'on met comme critères impératifs. J'y viendrai juste après. Là, ce slide, ce qui est intéressant en fait de comprendre, c'est que les 9 thématiques qui composent ce référentiel, c'est ce qui nous a guidé finalement toute la pensée du système de l'évaluation. Ces 9 thématiques, on les retrouve dans l'ensemble des 3 chapitres. Certaines thématiques sont dans seulement une, d'autres dans deux. Mais l'idée, en fait, pour nous, c'était à chaque fois d'avoir finalement sur chacun des chapitres un espèce de fil conducteur nous permettant d'apprécier enfin, permettant à l'organisme évaluateur et à l'établissement d'apprécier au mieux finalement la qualité d'accompagnement rendu pardon, auprès des personnes. Sur la slide suivante, vous allez voir que on a listé les critères impératifs, si on veut bien avancer. Merci beaucoup. Euh, donc, comme je disais avant, donc 139 critères standards qui peuvent être amenés à évoluer, qui peuvent potentiellement sur la prochaine version, qui vont peut-être devenir pour certains impératifs, d'autres qui vont rester des standards, et 18 critères impératifs. Nous, au sein de la HS, on a tendance à dire que ces critères impératifs-là sont impératifs parce qu'en fait, ils représentent finalement le respect des droits des personnes. Et ce sont des critères impératifs sur lesquels nous, au niveau de la HS, c'est vrai qu'on est très attentif. On regarde pas mal les résultats pour s'assurer lors d'un contrôle que l'établissement finalement respecte ces droits-là. C'est pour ça que ça fait partie des éléments qui sont très importants quand on prend la cotation et notamment la note lorsqu'il y a la publication des résultats. Je vous ferai pas la liste de tout ce qui est recherché au niveau des critères impératifs. Vous les avez ici face à vous. Mais voilà, ce sont des critères qui potentiellement dans le temps peuvent amener à soit rester impératifs, soit devenir critères standards sur une nouvelle version. Voilà pour cette slide, si vous voulez bien avancer. Alors juste si on peut mettre la slide suivante pour ma collègue Audrey. Voilà, merci beaucoup. Je te laisse la main, Audrey. Oui, merci Clarence. Effectivement, je vais prendre la suite sur la question des évaluations multi-USSMS, puisqu'il est question pendant ce webinaire d'explorer un petit peu les avancées qu'il y a eu sur le dispositif depuis sa lancée. Alors, sur le contexte réglementaire, vous savez qu'en principe, c'est une évaluation par ESSMS, mais en juin 2023, la DGCS a publié une instruction dans laquelle elle a donné la possibilité de regrouper au sein d'une seule et même évaluation plusieurs structures. Il y a des conditions pour pouvoir faire une évaluation multi-ESSMS. D'ailleurs, d'abord, il faut que les structures soient gérées par le même organisme gestionnaire. Ce qu'on entend par là, c'est que les structures doivent avoir le même finesse juridique. J'insiste là-dessus. Donc, dans le répertoire finesse,
finesse, hein, il faut déjà aller vérifier qu'elles sont bien couvertes par le même finesse juridique. La programmation des évaluations, bien entendu, doit être concomitante, puisque à la HAS, d'un point de vue méthodologique, on considère une évaluation multi-USSMS qui va s'étaler sur plusieurs semaines, c'est pas satisfaisant. Il faut vraiment que ce soit dans la même temporalité. Et puis, il faut surtout que le rapport d'évaluation puisse retracer les spécificités de chaque structure. Donc ça, c'est vraiment la partie réglementaire qui est venue poser ces trois conditions. Et nous, à la HAS, on est venu en complément poser le cadre méthodologique dans lequel doivent s'inscrire les évaluations multi-USSMS. Vous pouvez avancer. Alors, on est désolé, il y a une petite latence entre le changement chez nous et voilà. Oui, si vous voulez, on peut reprendre la main après sur Sur le support, le partage, hein. bah, si vous l'avez effectivement, parce que comme on a une latence qui est assez... Ouais, oui. Donc, si vous donc je pense que je peux prendre le partage. Normalement, ça doit fonctionner. Donc là, je ne sais pas si vous voyez Oui, le PowerPoint. c'est parfait. Ouais. OK. Donc, comme je disais, au niveau de la HAS, on est venu apporter des éclairages méthodologiques, hein, puisque depuis la lancée de ces évaluations multi-SSMS, on a constaté sur le terrain qu'il y avait un certain nombre de précisions à apporter. On a donc publié une fiche pratique au mois de juillet, avec vraiment pour objectif de faire en sorte que ces évaluations multi-SSMS, elles conservent leur sens du point de vue de la démarche d'évaluation, et donc de mieux les encadrer sur le plan méthodologique et garantir surtout que les structures puissent individuellement élaborer ou bien nourrir leur plan d'action de qualité, puisque c'est l'objectif premier qui est poursuivi par les évaluations. Et on a aussi voulu sensibiliser les acteurs sur l'impact que peuvent avoir les évaluations multi-USSMS, pardon, déjà en matière de démarche qualité et puis de publication des résultats. On va y revenir tout à l'heure sur ce que ça implique sur la question du rapport. Juste en termes de volume, bon, on ne va que jusqu'en 2024 parce qu'on n'a pas encore publié le bilan de l'année 2025, mais c'était pour vous donner déjà une petite idée. Les évaluations multi-USSMS, dans l'absolu, ça ne représente pas grand-chose dans le dispositif, puisqu'on n'en avait que 59 en 2023, hein, ça faisait seulement 2% des évaluations, et on en avait à peu près 300 en 2024, donc 4,8% des évaluations. Pour autant, on voit qu'en termes de part, ça augmente, et sans doute que ça va encore augmenter en 2025, d'où l'importance pour nous de venir préciser le cadre méthodologique de ce dispositif. Alors, premier élément, et là je vais bien insister parce qu'on a énormément questionné là-dessus, qu'est-ce qu'une évaluation multi-ESSMS? Donc, il faut savoir que nous, à la HAS, la définition d'un ESSMS, en fait, c'est une structure avec un finesse géographique. Le finesse géographique est vraiment la clé d'entrée. Donc, dès lors qu'il y a plusieurs finesses géographiques une évaluation, on considère que c'est une évaluation multi-ESSMS. Et ça, c'est vraiment indépendant de la question de l'autorisation, puisque parfois, on a des confusions. On nous dit, mais moi, j'ai une autorisation pour 2 structures. Et nous, l'autorisation, ce n'est pas la clé d'entrée, c'est vraiment le numéro de finesse géographique. Donc, la règle, en principe, c'est un finesse géographique, un rapport d'évaluation. Et sous réserve de l'autorisation de l'autorité de tarification et de contrôle, on peut regrouper au sein même d'un rapport d'évaluation plusieurs structures, étant entendu plusieurs finesses géographiques. Si vous avez une évaluation avec une structure qui a un seul finesse géographique mais plusieurs antennes, par exemple, ça peut être le cas souvent des services à domicile ou alors un dispositif type MEX, mais qui a 3 modalités d'accompagnement, mais couvertes sous un seul finesse géographique. À ce moment-là, on ne parle pas d'évaluation multi-ESSMS, mais on parle d'évaluation multi-site. Et donc, cette fiche ne s'applique pas dans ce cadre-là. Vous verrez la fiche pratique, en fait, elle est découpée en 3, hein. Grosso modo, c'est les prérequis, pendant la visite d'évaluation et puis la question de la publication des résultats. On a fait vraiment ça de manière chronologique pour que ce soit lisible pour tout le monde. Alors, les prérequis, c'est-à-dire
qu'est-ce qui fait pour la HAS, qu'est-ce qui est important avant de décider d'aller dans une évaluation multi-ESSMS, qu'est-ce qui permet d'avoir une évaluation multi-ESSMS qui conserve son sens. Bon, déjà, une autorisation formalisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'autorité de tarification et de contrôle. Nous, à la HAS, on n'a pas du tout compétence en termes de planification des évaluations. Ça a bien été, du point de vue réglementaire, cette compétence, c'est une compétence exclusive des ATC. Et donc, l'organisme évaluateur va demander une autorisation formalisée, donc tracée dans un mail, peu importe. Et nous, on n'a pas vocation à contrôler, mais simplement, c'est la première règle. Ensuite, il faut qu'il y ait à minima un projet partagé. Donc, une logique de parcours, par exemple. On sait que maintenant, il y a des dispositifs sous forme de plateforme. Là, ça peut faire sens ou des dispositifs intégrés qui sont vraiment donc, un projet cohérent avec une gouvernance en commun. La gouvernance en commun, c'est absolument indispensable pour avoir une évaluation multi-SSMS intéressante, puisque de toute façon, on ne peut générer qu'une seule grille pour le chapitre 3, qui est le chapitre audit système. Et à ce titre, avoir plusieurs gouvernances, ça n'a aucun intérêt pour faire une évaluation multi-SSMS. Et puis, un pilotage de la démarche qualité en commun, bien entendu. Et enfin, une proximité géographique des structures qui font l'objet du regroupement, parce que si vous regroupez dans la même évaluation deux EHPAD qui sont à 100 km l'un de l'autre, ça va être compliqué forcément pour les évaluateurs de gérer la visite. Ensuite, les facteurs clés de réussite d'une évaluation multi-USSMS. Alors déjà, le paramétrage. Là, on est déjà bien avancé dans le dispositif, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je pense que vous savez maintenant comment ça fonctionne à peu près. Mais grosso modo, vous créez votre mission d'évaluation sur Sinae, une fois que vous êtes inscrit sur mon portail HAS. Et à l'intérieur de la mission, il va falloir mettre toutes les structures qui vont être concernées par le regroupement. Et ensuite, c'est l'organisme évaluateur qui est à la main. Donc, c'est bien l'organisme évaluateur qui paramètre l'évaluation multi-USSMS conformément à la méthodologie de la HAS. Il faut juste s'assurer qu'il y ait bien une cohérence des informations qui concernent vos structures. Alors ça, c'est dans le cadre des multi-USSMS, mais de manière globale, toujours s'assurer que les numéros finesse sont à jour, les adresses, les numéros SIRET, tous les éléments en fait que vous trouvez dans le répertoire finesse, il faut que ce soit à jour au moment de l'évaluation. Et ensuite, sur le paramétrage de la grille, donc au niveau des accompagnés traceurs, vous pouvez créer, l'évaluateur va créer autant de grilles que nécessaire. Et sur les règles donc, du nombre d'accompagnés traceurs, sur les multi-USSMS, on a plusieurs règles qui se percutent. D'abord, on attend au minimum un accompagné traceur par structure, puisqu'il faut que toutes les modalités d'accompagnement soient représentées. Ensuite, il faut à minima 3 accompagnés traceurs par catégorie de SSMS. Ça veut dire que si vous avez dans votre structure 2 EHPAD, c'est la même catégorie, donc cette règle ne s'applique pas. Par contre, si vous avez un EHPAD et un SIAD, à ce moment-là, c'est 2 catégories distinctes, donc il faudra faire déjà au minimum 6 accompagnés traceurs, 3 par catégorie de SSMS. Et enfin, vous appliquez bien entendu la règle des tableaux de seuil. Mon collègue va y revenir tout de suite quand il va parler des évolutions sur le nombre d'accompagnés traceurs. Je sais que c'est un petit peu compliqué. N'hésitez pas à reposer des questions si vous voulez que je réexplique plus en détail la manière dont on détermine le nombre d'accompagnés traceurs dans les multi-SSMS. Et enfin, comme je le disais, une grille chapitre 3 qui est mutualisée, puisque en principe, dans une évaluation multi-SSMS, vous avez une gouvernance partagée. Sur la visite d'évaluation, donc une temporalité contiguë et donc des observations et de l'analyse documentaire dans chaque ESSMS qui doivent être bien visibles dans le planning d'intervention que vous fournit l'organisme évaluateur. Il faut vraiment qu'il aille dans chacune des structures. Ensuite, il y a la question des regards croisés, puisque vous savez que le dispositif s'appuie sur la logique du regard croisé, et notamment dans le chapitre 2, vous avez un regard croisé, puisque l'évaluateur va s'entretenir d'abord avec les professionnels, puis avec la gouvernance. Et dans le chapitre 3, il va s'adresser d'abord à la gouvernance, puis avec les professionnels. Quand on dit regard croisé distinct, ça veut dire qu'au niveau du chapitre 3, certes, il fait un entretien mutualisé avec la gouvernance. Par contre, il faut faire un entretien regard croisé avec chaque ESSMS du regroupement. Parce que on considère que l'appropriation de tout ce qui est de l'organisation et des process qui sont mis en place dans le SSMF, le niveau d'appropriation peut différer d'une structure à l'autre. Donc, si vous avez 2 EHPAD, il y aura un entretien avec la gouvernance de l'EHPAD, mais ensuite 2 entretiens distincts avec chaque équipe de professionnels de chaque EHPAD. À l'exception des situations où c'est vraiment dans les structures regroupées, la même équipe et les mêmes ressources.
auquel cas on peut générer qu'une seule grille aussi pour le chapitre 2. Mais ça, c'est vraiment dans la situation où tout est mutualisé et où donc ça n'aurait aucun sens de distinguer les équipes de chaque dispositif. Et enfin, il faut associer l'organisme gestionnaire pour tout ce qui est fonction support centralisée, hein. Si par exemple dans votre organisme gestionnaire, il gère la démarche qualité et la RH, bon, ben, c'est intéressant d'associer un représentant de l'organisme gestionnaire, soit sur un entretien à part, soit dans le cadre du chapitre 3 des entretiens avec la gouvernance. Et enfin, la rédaction du rapport. Donc, on insiste vraiment sur le fait que dans le rapport, il faut que les spécificités de chaque ESSMS apparaissent et c'est vraiment une exigence qu'on vous invite à avoir au moment où vous allez contractualiser avec votre organisme évaluateur, d'avoir un rapport d'évaluation dans lequel vous retrouvez les spécificités de chaque structure, puisque derrière chaque structure va devoir faire son plan d'action et notamment sur, par exemple, les critères impératifs. S'il y a un critère impératif qui n'est pas satisfait, il faut qu'on puisse savoir de quelle structure on parle. Et enfin, donc la publication des résultats sur une évaluation multi-ESSMS, il faut savoir qu'il y a un principe de solidarité, puisque dans le corps principal du rapport, il y a une fusion des résultats. Donc, toutes les cotations font l'objet d'une moyenne. Ce qui veut dire que si vous avez en fait une des structures qui s'en est très bien sortie, qui a eu que des 4 et des 3, et puis une structure qui s'en est moyennement sortie avec plutôt des 1 et des 2, bah, vous aurez des cotations moyennes. Et donc, vous aurez un niveau global moyen. Les résultats sont vraiment fusionnés. C'est pour ça qu'on parle de principe de solidarité. En annexe, en revanche, vous avez quand même les résultats qui sont présentés par catégorie finesse. Donc, c'est comme tout à l'heure, la même logique. Si vous avez 2 EHPAD, vous n'aurez pas d'annexe puisque c'est la même catégorie, donc vous n'aurez que les résultats fusionnés. Par contre, si vous avez un EHPAD et un SIAD, dans le rapport principal, vous aurez les résultats fusionnés, mais en annexe, vous aurez les cotations qu'ont obtenues l'EHPAD et les cotations qu'a obtenues le SIAD. Sur la question de la publication sur Caliscope, en revanche, chaque ESSMS va disposer de sa propre fiche, puisque sur Caliscope aussi, la clé d'entrée, c'est le finesse géographique. Donc, si vous tapez votre finesse géographique, vous allez tomber sur votre structure. Et par contre, aucun élément discriminant n'apparaît sur Caliscope, puisque sur Caliscope, pour l'instant, vous n'avez que les moyennes des cotations, en fait, et le nombre de critères impératifs atteints. Donc, c'est exactement la même fiche pour chaque ESSMS qui font partie du regroupement. Ça, c'est important aussi à savoir en termes de publication. Donc, voilà. Et puis, donc, je relaisse. Ah ben non, il y a un temps d'échange. Pardon. On est à votre disposition pour les premières questions, si vous en avez. Oui, merci. Nous avons 2 questions pour l'instant. Alors peut-être la première en lien avec l'intervention de Monsieur Firpion tout à l'heure en début de webinaire autour du critère impératif lié à la sécurisation du circuit du médicament. Un établissement qui n'a pas de circuit de médicament, comment est-ce qu'il faut qu'il justifie le fait de ne pas en avoir et de ne Euh, pas répondre à ce critère impératif? non, parce que en fait, en fonction de son finesse, nous on sait qu'il y a des critères impératifs qui ne s'appliquent pas. Typiquement pour le médicament, ça s'applique à certains types de SSMS médico-social spécifiquement, et pas à certains, par exemple du social. Mais on le sait déjà, et l'organisme évaluateur le sait également. Donc en fait, on ferme simplement la grille à ce sujet-là. Et puis, juste pour compléter, le critère Merci. 362 en critère impératif est le seul critère qui peut être coté non concerné, Tout à à fait. l'exception des autres critères impératifs qui ne le peuvent pas. Donc, si on est dans le cadre d'une structure médico-sociale, comme l'a dit mon collègue, n'assure aucune prise en charge médicamenteuse, la cotation non concernée pourra être appliquée, mais bien entendu, il faudra le justifier comme toutes les cotations non concernées dans le dispositif évaluatif. Merci. Ça fait lien avec une deuxième question pour peut-être redéfinir, enfin en tout cas définir le finesse, le terme de finesse, peut-être préciser pour certains. Oui. Non. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a 2 types de finesse. Vous avez d'abord le finesse géographique. Donc, ça, c'est vraiment le finesse qui est rattaché à votre SSMS. Et puis, vous avez le finesse juridique, qui est le finesse de l'entité juridique qui gère la structure. C'est 2 finesses qui sont bien distincts. N'hésitez pas à aller sur le site de l'ANS parce que c'est dessus que tout est bien expliqué sur ce sujet. Et donc, sur les évaluations multi-SSMS, comme je le disais, ce qui est important pour nous, la clé d'entrée, c'est le finesse géographique et c'est aussi ce finesse géographique qui permet de déterminer les champs d'application. Mais c'est à bien distinguer du finesse juridique dans lequel il peut y avoir plusieurs finesses géographiques. Du coup.
Et sur la mise à jour, si jamais vous avez besoin de mettre à jour vos données FINES, que ce soit le numéro FINES, le SIRET, l'adresse de votre structure ou autre, n'hésitez pas à vous retourner vers votre autorité de tarification et de contrôle. Merci. Alors, nous avons une autre question sur les critères impératifs autour d'une obligation de réalisation de formation. La personne pense notamment aux formations gestes et soins d'urgence. Est-ce que ces critères-là engendrent une obligation de formation? Alors actuellement, où tu y allais, Clarence? Non, vas-y, je t'ai encore réfléchir à ce critère. Mais vas-y, vas-y. En fait, actuellement, dans les critères impératifs, il n'y a aucun critère en lien avec la formation ou la sensibilisation des professionnels, parce que tous les critères de formation sont formulés comme ça dans le référentiel. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas, ça fait pas partie de la liste. Ouais, c'est un critère impératif, mais enfin, là, la formation de votre question, en fait, elle est valable que au niveau de la certification des établissements de santé. Donc, en certification, oui, c'est obligatoire, mais pas sur la partie USSMS, pas sur la partie évaluation. Merci. Ou en tout cas, pas encore. Alors, nous avons une question autour du périmètre géographique des ESMS. Je ne l'ai plus sous les yeux, merci. Alors, donc, un établissement, enfin, un gérant, enfin, un établissement gérant un EHPAD multisite. Alors, attendez, je relis la question. Est-ce que cette évaluation multi-SMS est possible, sachant qu'on peut être à 100 km l'un de l'autre pour les plus éloignés? Oui, c'est ce que vous aviez abordé tout à l'heure dans vos Oui, propos. nous, sur les évaluations multi-SSMS, dans les prérequis, en effet, c'est la consigne qu'on a donnée aux organismes évaluateurs, on estime qu'il faut une proximité géographique, puisque déjà la visite d'évaluation doit être dans une temporalité contiguë, hein. Une visite d'évaluation, c'est assez court. Sur une visite, par exemple, de 4 jours, si l'évaluateur il doit parcourir 100 km pour aller d'un EHPAD à l'autre, c'est quand même compliqué. Et puis, on est censé être quand même dans des structures qui ont une gouvernance en commun, qui ont un projet en commun. Donc, ouais, d'un point de vue de cohérence, en principe, on ne devrait pas avoir d'évaluation multi-SSMS avec ce genre de distance entre les structures. En tout cas, c'est absolument pas ce qu'on recommande au niveau de la HAS. Ouais, pour poursuivre, merci beaucoup pour cette réponse. Pour poursuivre sur cette question de finesse géographique, une question qui est posée en lien avec des SAMSA. Donc pour 4 SAMSA avec 4 finesses géographiques, mais un finesse juridique, 4 directions différentes, donc RH, qualité sont concernées, et 1h30 en moyenne entre les services, donc j'imagine que c'est la distance entre chaque service en temps. Est-ce possible de faire un multi-ESMS si on a l'accord de l'autorité de tarification et de contrôle? Donc on est sur des cas particuliers. Oui, des cas particuliers. Alors, comme je le disais, de toute façon, nous, à la HAS, on n'a pas compétence pour autoriser ou interdire, dans les faits, une évaluation multi-SSMS. On est venu poser un cadre méthodologique. Par Oui. contre, les organismes évaluateurs, eux, sont tenus de respecter ce cadre méthodologique qu'on a posé. Donc, ils risquent peuvent aujourd'hui opposer cette fiche pratique. C'est aussi pour ça qu'elle existe aux structures lorsqu'ils vont considérer que les projets ne sont pas cohérents. Là, en l'occurrence, surtout s'il y a 4 directions différentes, comme je le disais, sur une évaluation multi-SSMS, il n'y a qu'une seule grille chapitre 3, donc il n'y a qu'un seul entretien avec la gouvernance. S'il y a 4 directions, donc 4 projets distincts, on ne peut pas faire une évaluation multi-SSMS, ça n'aurait pas de sens d'avoir les 4 directions ensemble, et il y aurait forcément des niveaux de maturité en termes de démarche qualité qui vont différer d'une structure à l'autre. On est toujours vraiment nous, sur le sens de la démarche d'évaluation, c'est vraiment par ça qu'on est guidé lorsqu'on donne des consignes sur ce sujet. Merci beaucoup pour. Ce paramétrage, s'il a une tête.
cette réponse. Toujours en lien avec cette question autour des finesses géographiques et juridiques. Donc une question sur le paramétrage de Sinae, sur le nombre de grilles d'accompagnés traceurs à créer, qui se fait donc au global sur l'ensemble de l'SMS juridique ou alors découpé par finesse géographique. Sur les évaluations multi-USSMS, hein, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. Alors, sur les évaluations multi-USSMS, Sinae, par défaut, va générer 3 grilles accompagnées traceurs par catégorie de SSMS. Ça, c'est la première règle. Donc, si vous avez 2 EHPAD, il va générer que 3 grilles. Si vous avez un EHPAD et un SIAD, il va générer 6 grilles, 3 grilles pour l'EHPAD, 3 grilles pour le SIAD. Ensuite, l'évaluateur doit, lui, en complément de ces grilles, générer autant de grilles que nécessaire au regard des différentes règles qu'on a émises, celles qui vont être exposées tout de suite par mon collègue Clarence sur les niveaux de seuil, en lien avec la capacité, mais aussi pour s'assurer que les accompagnés traceurs représentent l'ensemble des modalités d'accompagnement et donc, à minima, un accompagné traceur par structure, et puis plus s'il y a différentes modalités à l'intérieur même de chaque USSMS. Si par exemple il y a 3 modalités dans l'EHPAD, il faudra au moins, ou 4 modalités, il faudra 4 accompagnés traceurs, puisqu'il faudra représenter chacune des modalités d'accompagnement. Donc sur le paramétrage SINAE, c'est 3 grilles par catégorie, et ensuite c'est l'évaluateur qui aussi est expert de la démarche évaluative et qui connaît en principe par cœur nos règles sur ce sujet, va indiquer à l'ESSMS combien de grilles supplémentaires il va devoir créer, s'il faut en créer. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être partager le retour d'expérience des spectateurs anonymes. C'est pas vraiment une question, du coup, c'est presque un retour d'expérience. Un retour d'expérience. Alors, je reprends. Alors, on se coordonne en même temps parce qu'on a les questions qui arrivent toutes de manière un peu simultanée. C'est celle-ci, c'est ça? Ouais. Alors, je ne l'ai pas encore relevée. Tu veux la partager? Attends, je vais... Alors, pendant que vous faites une petite recherche, juste Oui. une petite information de notre part, hein. Je sais qu'Audrey, ma collègue Audrey Anne l'a déjà dit, mais c'est bon de le rappeler. Mais juste sur tout ce qui va être les multi-USSMS, nous, en termes de position de l'HS, on rappelle que c'est une mesure qui est dérogatoire. Donc, c'est pas quelque chose que nous, on incite à faire. Nous, le régime qu'on incite à faire, c'est un finesse géographique, un établissement, un rapport, une évaluation. Ça, c'est pour nous, c'est vraiment le credo. Tout ce qui va concerner les multi-SSMS, et je comprends qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet, hein, mais il faut quand même bien comprendre que pour nous, c'est du dérogatoire. Et le mot dérogatoire est très important. Ça veut dire que c'est pas censé être ce vers quoi il faut aller, peu importe s'il y a effectivement des contraintes budgétaires qu'on comprend bien évidemment, mais c'est pas comme ça que nous on réfléchit, si je puis dire comme ça, à la HAS, et je laisserai Audrey Anne s'il y a besoin à venir rajouter des éléments de langage un peu plus poussés si besoin, mais voilà, faut comprendre que le régime dérogatoire du multi-SMS, c'est quelque chose qui a été rajouté par la DGCS, c'est pas quelque chose qui était là à l'origine, c'est une modalité qui est soumise à l'approbation de l'ATC. Donc c'est à l'ATC de confirmer et de valider et de donner, enfin de comprendre le sens qu'il y a à faire une évaluation multi-SMS. Et le dernier point, c'est il ne faut pas voir la multi-SMS comme une opportunité de baisser les coûts. La multi-SMS, elle a du sens et uniquement du sens quand on est sur une structure, sur des structures, excusez-moi, qui sont sur une coordination sur la même coordination, on va dire, d'un point de vue direction, qui vont avoir un projet commun, qui vont avoir une direction qualité commun, qui vont travailler ensemble les éléments indésirables, qui vont travailler ensemble un certain nombre de mesures, et avec des professionnels qui sont en capacité de venir travailler dans l'ensemble des structures. D'accord? C'est vraiment ça qui est important. C'est encore une fois, je le rappelle, un régime dérogatoire. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on me fait signe qu'on va avancer, si vous voulez. Il y a un certain nombre de questions, toutes n'auront pas forcément la réponse immédiatement. On les prend bien en note et puis on vous partagera dans un second temps des éléments de réponse. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Alors, on avance. Merci. Donc, c'est à moi de reprendre la parole. Donc, la mise à jour de la méthode de l'accompagné traceur. Donc, effectivement, au mois de juillet dernier, donc juillet 2025, la fiche AT, donc accompagné traceur, a été mise à jour.
avec un certain nombre de petites nouveautés qui ont permis de faire évoluer eh bien, le calcul et la compréhension de ce que nous, en tant autorité de la santé, nous mettions derrière ça. Donc, ce qui a évolué, c'est effectivement la définition d'un SSMS de petite taille qui n'existait pas. Donc, aujourd'hui, la définition que nous portons, c'est un SSMS qui a moins de 30 places. Donc, un ESSMS qui a moins de 30 places rentre dans la catégorie ESSMS de petite taille. Le nombre de séquences accompagnées de traceurs également augmente toutes les 30 places. Donc le seuil qui était fixé, c'est 30 places. Donc effectivement, quand vous vous mettez sur la fiche accompagnée de traceurs, que d'ailleurs je vais m'afficher à moi aussi, le premier seuil, donc c'est 30. Et au-delà de 30, on va augmenter à chaque fois d'un accompagné de traceur. La nouveauté également, donc il y a le délai de prévenance et il y a également le recours à des personnes accompagnées sorties de dispositifs. Ça, finalement, ça va venir concerner un petit nombre d'établissements et de services. Et en fait, ça est utilisé dans le cas où effectivement on est sur des petites structures avec un petit nombre d'accompagnés. Et quand on doit faire 3, 4, 5, 6 et qu'on se rend compte finalement que sur le nombre de personnes en cours d'accompagnement, on est en deçà du nombre d'accompagnés traceurs à effectuer, on peut aller chercher des personnes qui sont sorties du dispositif au cours des 3, 4, 5 derniers mois. L'idée, c'est quand même toujours d'avoir une certaine cohérence et de ne pas aller chercher des personnes sorties depuis plus d'un an, si probablement que, un, leurs souvenirs ne seraient plus forcément les bons par rapport aux questions, et puis avoir peut-être aussi avec la pertinence, parce que probablement que les professionnels peuvent avoir changé et que les méthodologies de travail peuvent avoir évolué. Euh, pour effectivement la compréhension du pronom, on a mis dans cette fiche un certain nombre de définitions. Donc, on a reprécisé qui était la personne accompagnée. On a mis des exemples de profils AT dans cette fiche. On a rappelé que ça doit se passer en présentiel, donc pas de distanciel, pas de visio. On a rappelé également que, mais ma collègue l'a dit un petit peu plus tôt, qu'il n'y a pas de mutualisation des entretiens mémoire avec les professionnels. Donc, c'est un AT, un entretien miroir ensuite, pas raté. Et on a également mis dedans un focus sur les retours d'expérience. Donc tout ça se trouve dans la fiche. Alors, on peut avancer, s'il te plaît, merci beaucoup. Donc voilà, comme je l'ai dit, effectivement, un ESSMS de petite taille, c'est un ESSMS qui a moins de 30 places et il a donc un minimum de 3 AT à effectuer. Donc vous voyez le tableau que vous retrouvez dans le manuel et qu'on retrouve également, je crois, de mémoire dans la fac. Donc de 1 à 29 places, c'est 3, de 30 à 59, c'est 4, de 50 à 89, c'est 5, et ainsi de suite. Juste un petit point pardon, méthodologique. Le mot important dans la phrase, il est attendu un minimum de 3 séquences d'accompagnement traceur pour les SMS. De petite taille, c'est minimum. D'accord? Donc tout ce que vous voyez quand vous voyez le nombre de séquences d'accompagnement traceur, 3, 4, 5, 6, 7, c'est un minimum. Il faut bien comprendre que pour certaines structures, on va prendre l'exemple typique qu'on reçoit parfois dans nos mails, des EHPAD, parce que ça concerne principalement des EHPAD qui ont des fois un global de 300 places. On sera tous d'accord pour se dire qu'il y a 8 accompagnés traceurs. On n'est pas en capacité avec ça de pouvoir avoir réellement une bonne visibilité de l'accompagnement et de la qualité des accompagnements effectués, et que c'est difficile derrière de mettre un plan d'action parce que 150 places, c'est pas 300, et que avec seulement 8 accompagnés traceurs, c'est difficile finalement de pouvoir faire quelque chose de très qualité. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas hésiter, en dialoguant avec votre E, à potentiellement aller chercher un peu plus d'AT, parce que nous, en tout cas, en termes de doctrine, et nous, ce qu'on porte à la l'HS, c'est plus il y a d'accompagnés traceurs, finalement, plus ça permet d'affiner réellement la compréhension de la qualité des accompagnements qui sont effectués et de pouvoir mettre en place un plan d'action cohérent et fin, en fait. Plus il y en a, plus c'est fin. Après, on comprend bien évidemment qu'il y a une notion de coût derrière. Ça, là-dessus, on n'est pas naïf et on comprend totalement qu'il y a des choses qui sont pas faisables pour tout le monde. Donc voilà, c'était juste un petit rappel sur cette notion de minimum. Je laisse la parole au CREAI et au CAPS Bretagne si jamais il y a des questions. Oui, Oula. nous avons Pardon. Nous avons effectivement une question qui est un petit peu en lien avec le temps d'échange précédent. Je vous la retransmets. Un accueil de jour est-il considéré comme une catégorie à part entière, avec donc 3 accompagnés traceurs minimum, ou peut-on l'inclure dans un EHPAD? Alors, c'est juste si je respécifie la question, on est d'accord qu'on imagine un EHPAD avec de l'hébergement qui en plus a une offre
accueil de jour. C'est bien ça, hein? Je vous ai pas entendu en fait. Ah, pardon, je reprends. Donc, on est d'accord on prend le cas, par exemple, d'un EHPAD qui aurait ses 50 places et qui, en plus, proposait une modalité supplémentaire d'accueil de jour. C'est bien ça? C'est exactement ça. D'accord. Eh bien oui, il va falloir effectivement, en fait, c'est par modalité d'accompagnement. Donc on va dire que si un EHPAD il a 50 places d'hébergement et qu'à côté de ça il a 18 places d'accueil de jour, eh bien il va falloir faire un accompagné traceur sur forcément un accompagné traceur sur les deux, minimum les deux, et sur le nombre global qu'il y aura à faire, il va partir ensuite sur les deux modalités d'accompagnement différentes. Alors on vous entend pas, madame, parce que le micro est coupé. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la seule question sur les accompagnés traceurs. Il y avait moins de questions sur ce sujet. Alors, j'ai repéré une petite question sur les accompagnés traceurs en plus, excusez-nous. Donc, pour les personnes désorientées, par exemple, les personnes âgées, mais pas seulement, peuvent-elles être accompagnées d'un professionnel dans le cadre des accompagnés traceurs? Oui, oui, elles peuvent effectivement, s'il y a besoin, elles peuvent faire appel à un professionnel qui les connaît bien, avec lesquels elles se sentent en sécurité. Je laisse Audrey me corriger, mais oui, elles peuvent. Oui, tout à fait. La personne accompagnée peut être accompagnée d'une personne de son choix. Ça peut être un professionnel, mais ça peut être aussi un proche, une personne de confiance. Par contre, peu importe le profil de la personne accompagnée, elle doit toujours être bien présente à l'entretien. Le SSMS doit identifier des moyens de communication adaptés et la personne, elle est vraiment là en accompagnement, donc elle ne doit pas être l'interlocuteur principal pendant l'entretien d'évaluation. Elle est là éventuellement pour aider à reformuler les questions ou faciliter la communication avec l'accompagné traceur. Mais même si on est avec un accompagné traceur qui a des difficultés sur le plan cognitif ou par exemple qui ne verbalise pas du tout, il faut que le SSMS identifie en amont avec les évaluateurs des moyens de communication qui vont leur permettre quand même de recueillir son niveau de satisfaction. Merci beaucoup. Également une remarque et une question à la fois sur quid d'un CAMS avec une file active de 300 enfants, mais 80 en suivi régulier. Combien d'accompagnés traceurs faut-il réaliser? Donc là, on est sur, un CAMS, juste si on est d'accord, c'est juste pour me repréciser l'acronyme. Centre d'action médico-sociaux précoces. Voilà. Et tout petit. Oui, on est sur le dérogatoire. Ouais, oui, on est sur du dérogatoire, c'est ce que je suis en train de me dire. Est-ce que vous pouvez juste reprendre la question, comme ça je vous donne une réponse la plus précise possible. Alors, la question, lorsque vous avez un CAMS qui a une file active avec 300 enfants et 80 en suivi régulier, combien d'accompagnés traceurs faut-il réaliser? Alors si on se met sur la fac, on a mis un tableau, effectivement, je l'ai pas dit, mais je vais en profiter pour en parler de la partie dérogatoire. Donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'était valable effectivement pour toutes les structures qui proposent de l'hébergement. Il est vrai qu'on a également mis en place un cadre dérogatoire au niveau de l'HS qui va concerner tous les services, c'est-à-dire toutes les structures qui proposeront quelque chose qui seront soit de l'ambulatoire, soit de domicile, mais du coup on enlève toute la partie hébergement. Donc les SAMSA, les CAMS, les SAVS, et toutes les structures effectivement où la personne n'est pas hébergée sur site directement et a son propre domicile en dehors de la structure, j'entends. Dans le cas que vous présentez, on est donc sur quelque chose entre 300 et 599 si on se met sur la fac. Donc ça fait 6 AT. La précision, c'est que nous, on ne fonctionne pas trop en file active. Enfin, on fonctionne pas du tout d'ailleurs en file active tout court dans notre cheminement pour les AT. On fonctionne avec le nombre de personnes accompagnées au 31 décembre N-1. Donc en fait, il faut dans la structure que vous me présentez, il faudrait qu'elle se base sur, là on est en 2025, donc sur le nombre de personnes qu'elle a accompagnées au 31/12/2024, le nombre de personnes qui avaient accompagné dans leur dossier. Ça peut être 300, ça peut être 80, ça peut être, c'est eux-mêmes qui savent, et ils prennent en fait le tableau et ils font le nombre d'AT qui va en face. Après, dans votre phrase, il y avait une distinction entre, je crois, file active et le nombre de personnes réellement accompagnées. J'ai cru entendre ça si je C'est ça, m'abuse pas. entre le suivi régulier et la file active. Ouais. D'accord, ok. Bah, il faut qu'elle prenne le nombre de personnes qu'elle accompagne. Très bien. Merci beaucoup.
Alors, il y a eu une remarque, une réponse suite à votre réponse sur l'accompagnement possible d'un professionnel dans le cadre des accompagnés traceurs, avec notamment le retour d'expérience d'un EHPAD où les évaluatrices ont refusé la présence d'un professionnel lors d'entretien accompagné malgré la demande des résidents. Voilà, c'est un petit retour d'expérience par rapport à cette question. Alors, je ne sais pas si ça suscite des remarques de votre part. Non, mais n'hésitez pas, dès lors que vous avez un doute, soit aller sur notre foire aux questions où on a mis un certain nombre d'éléments méthodologiques lorsque vous avez une discussion avec les évaluateurs, ou de nous écrire dans notre boîte contact générique, on pourra mettre dans la conversation l'adresse mail quand vous avez ce genre de sujet, parce qu'on est assez réactif et puis on est en mesure de vous éclairer sur la méthodologie applicable, ce qui vous permet de faciliter un peu le dialogue ensuite avec vos organismes évaluateurs. Merci beaucoup. Alors une autre question, les EHPAD n'ayant pas toujours de ressources qualité, pas systématiquement en tout cas, peuvent-ils être sanctionnés s'il n'y a pas eu de possibilité de réaliser de l'accompagné traceur je pense en dehors d'évaluation. C'est une hypothèse sur la question complète, mais j'imagine que c'est peut-être dans le cadre d'auto-évaluation. Alors, je m'excuse, mais j'avoue que j'ai pas compris la question. Un EHPAD n'ayant pas de ressources, qu'est-ce qu'on N'ayant appelle pas par de ressources ressources? de qualiticien, peut-il être sanctionné s'il n'a pas eu de la possibilité de réaliser des accompagnés traceurs? Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de ressources qualité au sein même de l'établissement, qu'ils n'ont pas pu réaliser d'auto-évaluation avec cette méthode-là, l'accompagné traceur. Est-ce que c'est sanctionnable? Voilà la question qui est posée. Alors, Ah oui. je te laisse répondre, vas-y, Audrey, vas-y. Oui, si on est dans le cadre de l'auto-évaluation, déjà l'auto-évaluation, c'est une démarche facultative. Donc, au niveau de la HAS, il n'y a aucune obligation à faire l'auto-évaluation selon notre méthode, même si c'est fortement recommandé et que ça peut être valorisé ensuite dans l'évaluation. Et en plus, on ne recommande pas spécialement de faire des accompagnés traceurs dans le cadre de l'auto-évaluation. À la limite, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des regards croisés avec les professionnels. Et c'est ce qu'on répond quand on est questionné là-dessus aux ESSMS. Mais il n'y a aucune obligation de réaliser des accompagnés traceurs dans le cadre de la démarche d'auto-évaluation et en aucun cas ça ne peut faire l'objet d'une sanction quelconque par vos intervenants par la suite. Et juste pour préciser également, mais de toute façon, la HAS ne peut pas sanctionner l'établissement. C'est pas le rôle de la HAS. Très bien. Peut-être une dernière question dans le cadre de l'accompagné traceur. Dans le cadre de l'accompagnement pardon, de personnes étrangères allophones, l'évaluateur doit-il prévoir un interprète? Oui, oui. Bah, si la personne effectivement ne parle pas français, il faut que l'organisme évaluateur, de toute façon, doit mettre tout en œuvre pour garantir les conditions satisfaisantes d'un entretien et la présence d'un interprète à ce niveau-là paraît indispensable. Et c'est aussi pour ça qu'on a augmenté le délai de prévenance aussi des accompagnés traceurs. C'est aussi pour pouvoir permettre aux structures justement de prévoir ce genre de choses. Mais tout ça, c'est vraiment dans le cadre du dialogue entre le SSMS et l'organisme évaluateur en fonction des différents profils, toutes les adaptations qui doivent être mises en place, que ce soit l'interprète, que ce soit la présence d'un tiers, que ce soit des outils de communication à mettre en place. C'est des choses qu'il faut identifier bien en amont et ça fait partie de la préparation de l'évaluation. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas relevé d'autres questions sur la compagnie traceur immédiatement. Sauf si... Ouais, on peut poursuivre pour le coup. Merci. Combien de temps il me reste sur la partie publication des résultats, excusez-moi, pour que je puisse adapter? Environ une demi-heure. Une demi-heure, ok. Hop, donc je vais terminer avec donc le sujet également important sur lequel on est beaucoup questionné en ce moment à la HAS, qui est la publication des résultats d'évaluation. Alors, la première chose, peut-être, c'est de préciser que ce dispositif de publication des résultats, il n'a pas été fait à la HAS sans aucune consultation, hein. Il y a des groupes de travail qui ont été rassemblés, des personnes accompagnées et puis des professionnels de SSMS. Donc, ce qui a été abordé durant ces groupes de travail, c'est notamment qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est garant de la qualité d'accompagnement et qu'il faut mettre en valeur lorsqu'on publie des résultats d'évaluation.
bien sûr comment est calculée l'échelle qualité, hein. On leur a présenté à toutes ces personnes les modalités de calcul de l'échelle qualité, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, quels éléments doivent figurer aussi sur l'affiche qui est désormais apposée dans les locaux de chaque structure et qui présente les évaluations. Donc, tout ça, ça a été discuté en groupe de travail. Puis, il y a aussi eu un groupe de lecture, donc le deuxième volet de la méthodologie HAS, qui est venu donc relire les travaux dans lequel il y avait des professionnels, une autorité de tarification et de contrôle et puis un représentant des personnes accompagnées. Donc tout ça a eu lieu en 2025 et donc au niveau du groupe de lecture, la fiche Caliscope a été présentée et puis de même des principes de calcul de l'échelle qualité. Donc c'était important de faire un petit point méthodologique sur ce sujet. Alors, la publication des résultats, déjà, c'est une obligation réglementaire, hein. Elle était déjà prévue dans la loi Buzyn en 2019 quand il y a eu la réforme des dispositifs d'évaluation. Et puis, on attendait le décret d'application qui a été publié en 2024, qui oblige désormais donc la HAS à publier les résultats des évaluations. Et donc, ces résultats sont publiés sur notre plateforme Caliscope. Donc, vous tapez Caliscope sur Google, vous tombez directement dessus. Vous avez un onglet pour les établissements de santé, pour la certification, et puis désormais, vous avez un onglet pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et puis vous pouvez retrouver votre structure en tapant la dénomination sociale, puis si vous ne la trouvez pas, vous rentrez votre finesse géographique, comme ça vous êtes sûr de tomber sur votre structure. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur Caliscope? La première chose, c'est la fiche d'identité de l'établissement ou du service. Donc, on va retrouver un certain nombre d'informations relatives à votre établissement ou votre service, notamment son nom, son adresse, euh, son numéro finesse, etc. J'insiste sur le fait que ces données-là, en fait, elles sont directement collectées dans le répertoire finesse officiel. Ce n'est pas la HAS qui les rentre manuellement. Je le dis parce qu'on reçoit beaucoup de messages où on nous dit, mais mon ESSMS, il s'appelle plus comme ça depuis telle date, ou alors on a déménagé à telle adresse. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est mettre à jour vos données dans le répertoire officiel en contactant votre autorité de tarification et de contrôle. Et ensuite, la jonction se fait automatiquement avec Caliscope. Les données seront mises à jour dans Caliscope. Mais nous, HAS, manuellement, on ne peut rien modifier. Tout est collecté directement dans le répertoire finesse. Ensuite, vous avez la fameuse échelle qualité, donc ABCD, qui indique le niveau atteint par la structure. Je vais détailler tout à l'heure comment est-ce qu'elle est calculée et puis quelles évolutions surtout il y a eu sur le calcul de cette échelle qualité. Vous avez une extraction du rapport d'évaluation, hein, donc c'est le rapport d'évaluation de la structure, mais très réduit, dans lequel il y a donc les résultats par chapitre thématique et objectif, et puis le nombre de critères impératifs et les critères impératifs qui sont atteints ou pas atteints. Sachant que pour l'instant, donc on n'a que les cotations, mais à terme seront mis en ligne sur Caliscope également l'appréciation générale et les observations rédigées par le SSMS. Donc ça, c'est un élément aussi important. Pour l'instant, pour des raisons de protection des données personnelles, on a pris un peu de retard dans la publication de ces deux éléments, mais ils figureront bien sur Caliscope. Et puis pour finir, on a une fiche synthétique des résultats, puisque il faut les afficher dans les locaux imprimables par les ESSMS. Sur la temporalité, donc aujourd'hui, la publication des résultats elle est effective dans un délai de 90 jours après la transmission du rapport d'évaluation à la HAS. En fait, cette transmission, elle se fait elle est automatique, hein, vous n'avez rien à faire de votre côté, mais elle se fait au moment où vous accusez réception du rapport sur Sinae. Donc, quand vous avez appuyé accuser réception, ensuite l'évaluation est clôturée. Automatiquement, le rapport est transmis à la HAS et le délai de 90 jours s'enclenche. Après ce délai, vous pouvez retrouver vos résultats sur Caliscope. Vous devez donc afficher la fiche que vous pouvez imprimer sur Caliscope, hein, qui synthétise vos résultats au plus tard 4 mois après cette transmission du rapport d'évaluation à la HAS, et donc c'est-à-dire 1 mois après la publication sur Caliscope si vous avez bien suivi. Et puis, à terme, seront mis en ligne les 2 derniers rapports de vos évaluations sur Caliscope, hein, puisqu'on est dans un cycle d'évaluation tous les 5 ans. Donc, quand le prochain cycle va démarrer en 2027, ensuite, vous aurez donc les 2 derniers rapports à chaque fois qui seront mis en ligne. L'échelle qualité, donc vous la voyez, elle s'affiche, hein, 4 lettres A, B, C, D.
démarche qualité avancée, démarche qualité structurée, démarche qualité partielle, démarche qualité insuffisante, avec comme objectif derrière cette échelle qualité de présenter les résultats de manière lisible pour tous les acteurs, puisque l'un des objectifs aussi de la publication des résultats, c'est d'être dans une logique de transparence à l'égard du grand public, à l'égard des personnes accompagnées. Donc, on a considéré à l'HS que c'était un moyen simple et lisible de présenter les résultats, mais en évitant l'écueil d'un classement des structures entre elles. C'est la raison pour laquelle vous n'aurez pas une note globale, une moyenne globale, puisque si on avait mis une note globale, forcément, il y aurait pu avoir des classements de structures et ce n'était pas du tout l'objectif. Comment est-ce qu'elle est calculée, cette échelle qualité? Vous avez deux entrées. La première entrée, c'est la moyenne globale de l'ensemble de vos objectifs, hein. Il y a 42 objectifs dans le référentiel d'évaluation. Vous pouvez en avoir un petit peu moins selon vos champs d'application. Et donc, on prend ces 42 objectifs et on fait une moyenne, sachant qu'il y a une pondération du poids de chaque objectif en fonction du nombre de critères. Un objectif qui a 3 critères va peser un petit peu plus lourd qu'un objectif qui a 2 critères. On fait la moyenne de ces objectifs il y a une petite exception, c'est l'objectif 3-10 où il y a vraiment une surpondération sur cet objectif. C'est celui qui est relatif à la démarche qualité et qui pèse pour 10% de la note. Donc, on fait la moyenne globale et on atteint, ça fait une moyenne sur 4, du coup, la moyenne de vos objectifs avec la surpondération de l'objectif 3-10. On fait une note sur 4 qui est ensuite convertie en une note sur 100. Ça, c'est la première composante de l'échelle qualité. Et la deuxième composante de l'échelle qualité, c'est le taux d'atteinte des critères impératifs pendant votre évaluation. Et donc, ça nous donne cette matrice. Vous avez donc d'un côté votre moyenne d'objectifs et de l'autre le taux d'atteinte des critères impératifs. Et en fonction, vous pouvez voir dans la note méthodologique de la publication des résultats où vous vous situez. Donc là, on a mis des exemples. Une structure qui a atteint par exemple 94% des critères impératifs et une note moyenne de 70 sur 100, elle serait en B. Et une structure qui aurait atteint 35% des critères impératifs avec une note de 83 sur 100, elle serait en C. C'est important de voir que finalement, les critères impératifs pèsent quand même assez lourd dans la note. Donc, on a eu des structures qui pouvaient aussi être surprises parce qu'elles avaient globalement une bonne moyenne générale, mais un faible taux d'atteinte des critères impératifs, ce qui a fait baisser l'échelle qualité. Et en même temps, les critères impératifs sont quand même des critères, comme le disait Clarence en début d'intervention, qui concernent la sécurité de l'accompagnement, le droit et liberté fondamentale des personnes. Donc, c'est important que ce soit pris en compte dans le cadre de la publication des résultats. Un point important, je ne sais pas s'il y a des personnes qui seront concernées sur la partie Bretagne, peut-être, mais je sais, en 2025, en fait, il y a eu une réforme de la manière dont on calculait les cotations. Avant 2025, donc sur les évaluations réalisées en 2023 et en 2024, toutes les cotations étaient arrondies à l'unité. Donc, je vous ai mis un petit exemple. Si vous aviez dans votre critère, un élément d'évaluation à 2 et un élément d'évaluation à 3, dans votre note, elle était à 3. Et depuis 2025, on a rajouté une décimale pour avoir quand même une cotation qui est au plus proche de la réalité de ce qui a été évalué, pour justement rectifier un petit peu cet écart. Désormais, si vous avez un élément d'évaluation à 2 et un élément d'évaluation à 3, vous n'avez plus 3, mais vous avez 2,5. Ça, c'est depuis 2025. Donc, on a 2 systèmes de cotation qui se sont succédés. Et en fait, ça a eu un impact très important sur les critères impératifs, puisqu'avant, si vous aviez un critère impératif avec donc un 2 et un 3 et un 4, pardon, il était atteint, puisque vous aviez 4. Et désormais, si vous avez un critère impératif qui a un 3 et un 4 dans les éléments d'évaluation, ben, il est à 3,5 et donc il n'est plus atteint dans le dispositif d'évaluation. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la mise en ligne des résultats, il y a eu un souci d'inéquité forcément entre les évaluations 2023-2024 qui avaient un système de cotation plus favorable que les évaluations en 2025. Donc, toutes les évaluations ont été recalculées avec le système des décimales, y compris les évaluations 2023 et 2024. Ce qui a forcément généré un écart, puisque ces personnes-là qui avaient des évaluations en 2023-2024 avaient un certain nombre de critères impératifs atteints dans leur évaluation initiale, et en se connectant sur Caliscope, elles ont constaté un écart, c'est-à-dire moins de critères impératifs atteints, puisqu'il y a eu ce recalcul avec la décimale qui est intervenu.
Donc, ça a créé un différentiel pour environ 2000 structures qui ont été impactées par ce changement de système. Et donc, évidemment, on a eu énormément de sollicitations sur ce sujet, puisque les structures ne comprenaient pas pourquoi il y avait ce différentiel, et on considérait qu'entre guillemets, un changement de règle en cours n'était pas forcément juste par rapport à la visite d'évaluation qu'elles avaient eue initialement, puis aussi pour présenter les résultats aux équipes, ça pouvait être compliqué. Donc, tout ça a été entendu par la HAS, qui s'est réunie dans sa commission sociale et médico-sociale pour trouver une solution. Et donc, une décision a été prise au mois de novembre, un ajustement pour restaurer une cohérence d'ensemble entre les résultats. Alors, ce qui a été retenu, donc, c'est que pour le calcul de l'échelle qualité, et là je parle vraiment que de l'échelle qualité, donc les ABCD, la règle va être fixée, la règle va être la même pour tous. Un critère impératif atteint, c'est un critère impératif qui atteint 3,5 et non 4. Donc, dans le calcul de l'échelle qualité, les 2000 structures qui avaient une échelle qualité qui avait été réduite, vu qu'on a réajusté en passant donc de 4 à 3,5 l'exigence, désormais, elles auront leur échelle qualité, elles vont retrouver une classe qui est cohérente par rapport à ce qu'elles avaient eu à l'époque de l'évaluation. Pour le reste, dans l'évaluation, dans le dispositif évaluatif, dans tout ce qui est affiché sur Caliscope, on reste sur la règle initiale. Donc, voilà ce que ça donne sur Caliscope. Comme je vous disais, dans l'échelle qualité, pour calculer la note, le A, le B, le C ou le D, on part du principe qu'un critère impératif est atteint à 3,5. Par contre, sur toutes les autres informations, donc les cotations que vous allez voir dans l'extraction du rapport, le nombre de critères impératifs que vous allez voir dans l'extraction du rapport et le nombre de critères impératifs atteints que vous allez voir affichés sur Caliscope, là, on reste sur notre règle, c'est-à-dire un critère impératif est atteint s'il est à 4. Voilà. Donc, c'est l'ajustement qui a été décidé à la l'AGS, et donc ce réajustement ne se fera en fait que sur l'échelle qualité. Reste à disposition s'il y a des questions sur la question de publication des résultats. Merci beaucoup. Alors, on me voit tout seul à la caméra, mais je ne suis pas tout seul. Je suis bien entouré. Alors, vous avez répondu sur les dernières slides à des remarques qui avaient été faites justement dans ce sens sur l'expérience qu'ils avaient fait de la publication des résultats sur Caliscope. Donc, merci pour cette réponse avant même qu'on vous partage ces retours d'expérience. En tout cas, un retour d'expérience qui partagent le ressenti finalement que peuvent avoir les professionnels et les bénéficiaires, les personnes accompagnées dans ces structures-là suite à l'écart entre la publication initiale le rapport initial et la publication sur Caliscope. Donc on a une question, on s'est partagé une question entre nous par rapport à ce que vous venez d'annoncer sur la nouveauté. Donc c'est indiqué novembre 2025. Est-ce que vous avez une date précise sur les modifications relatives aux critères impératifs notamment? Ah oui, ça devrait intervenir. Il y aura une communication qui va être faite normalement cette semaine. C'est ce que nous a été annoncé, donc c'est vraiment là, c'est une question de jours pour que tout soit effectif, le temps que notre mission data recalcule toutes les échelles qualité avec cette nouvelle règle du critère impératif atteint à 3,5. Très bien. Merci pour ces précisions. Alors, on parcourt les questions en même temps. Alors, une question très spécifique, mais peut-être d'autres ont été dans cette situation. Donc, une organisation qui nous indique avoir eu son évaluation en 2023. Et l'une d'entre elles, alors si je ne dis pas de bêtises, l'une des évaluations concernant leur organisation ne voit pas son rapport présenté sur Caliscope. Quelle est la démarche dans ce cas de figure? Alors, si vous ne retrouvez pas votre évaluation sur Caliscope, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Dans l'ordre, déjà, sur Caliscope, comme je le disais, tapez bien votre numéro finesse géographique pour être sûr que le rapport n'est pas sur Caliscope. Ne tapez pas juste le nom de votre structure parce que vous n'êtes pas forcément sûr de la retrouver, mais bien votre numéro finesse géographique. Si votre finesse géographique n'apparaît pas, vérifiez donc dans un second temps que vous êtes bien dans les délais de 90 jours, parce que parfois, on nous écrit, en fait, les 90 jours ne sont pas écoulés.
Si vous avez votre évaluation, donc là 2023, les 90 jours sont écoulés, allez vérifier dans Sinae que votre évaluation est bien clôturée, comme je disais, parce que des fois les personnes laissent leur évaluation au statut rapport final, c'est-à-dire que vous avez téléchargé votre rapport sur Sinae, mais vous n'en avez pas accusé réception. Et donc là, votre évaluation est en stade rapport final. Or, pour que le délai, pour que la publication s'enclenche, il faut que l'évaluation soit au stade clôturé. Donc, il faut bien accuser réception du rapport final. Et donc, quand vous allez sur votre évaluation, le statut doit bien être clôturé. Si vous avez donc bien le statut clôturé, là, ça veut dire que le rapport a été transmis à la HAS. Et enfin, si vous rentrez dans toutes ces conditions, c'est-à-dire les délais sont passés, l'évaluation a bien été clôturée, vérifiez qu'au moment de l'évaluation, vous aviez bien un numéro finesse, parce qu'il nous arrive parfois d'avoir des évaluations qu'on conduit sans finesse géographique pour X ou Y raison. Donc, pour ça, vous téléchargez votre rapport, vous regardez s'il y a bien un finesse géographique qui apparaît. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'à l'époque, vous avez fait votre évaluation sans finesse géographique. Dans ce cas-là, il faut nous écrire, puisque le Caliscope, en fait, publie à partir du finesse géographique. Et donc, en l'absence de finesse géographique, votre évaluation est introuvable. Et donc là, il faut que nous, de notre côté, on fasse une recherche, qu'on réintègre votre finesse géographique et qu'on fasse manuellement la jonction pour que votre évaluation apparaisse. Mais là, c'est un cas très spécifique, ça ne concerne pas énormément d'évaluations. Et dans ce cas de figure, il faut nous écrire à notre boîte contact. Merci pour votre réponse. Alors, je reviens sur les critères impératifs et sur la publication des résultats. Donc, une question qui demande des précisions, à savoir sur l'atteinte des critères impératifs. Ces critères sont bien atteints si la structure atteint au moins 3,5. Est-ce que vous pouvez... Alors, oui, là, il faut bien faire attention, effectivement, parce que j'ai expliqué, je vais remettre la slide. Les critères impératifs, comme je disais, c'est l'une des composantes du calcul de l'échelle qualité. Et dans le cadre de ce calcul de l'échelle qualité, désormais, la HAS va considérer qu'un critère impératif est atteint à 3,5. Mais c'est vraiment que pour calculer l'échelle qualité. Et dans tout le reste, c'est-à-dire le rapport d'évaluation, tout ce qui est affiché, on reste sur la règle initiale d'un critère atteint à 4. Donc, gardez en tête que un critère impératif, c'est un critère qui est atteint à 4. En dessous de 4, vous avez toujours les mêmes règles qui s'enclenchent, c'est-à-dire l'évaluateur remplit un formulaire, il faut envoyer un plan d'action immédiatement après la visite d'évaluation, etc., etc. Et sur Caliscope, là, le 16 sur 18 que vous voyez, par exemple, là, sur ce chiffre-là, c'est bien les critères qui sont à 4. Le seul élément où on a pris en compte le 3,5, c'est vraiment pour l'échelle qualité. Pour tout le reste, on reste sur la règle de base, qui est un critère à 4. Merci pour ces précisions. Je ne sais pas si tu... on remonte le fil des questions. Encore un peu plus haut. Voilà pourquoi avoir changé les règles. On a une remarque effectivement qui allait dans le sens des remarques précédentes sur le changement des règles en cours d'évaluation. Alors je vais vous dire plus précisément ce qui est noté, ça sera plus simple. Pourquoi avoir changé les règles en cours d'itération? Quels que soient les ajustements désormais, cela paraît inéquitable pour les établissements et les services médico-sociaux. Voilà cette question-remarque. Alors, cette décision, elle a été prise dans une logique de sens, c'est-à-dire que l'évaluation, il faut que ça puisse refléter au plus près la qualité d'accompagnement, le niveau de maturité de l'ESSMS. Et il a été considéré au moment où il y avait les notes sur l'arrondi, notamment quand on a commencé à consulter les moyennes dans le cadre du bilan, que ce n'était pas forcément représentatif et que ça ne collait pas, puisque par exemple sur les critères impératifs, typiquement, un critère où il y avait 3 et 4, ben, ça donnait un critère impératif atteint. Or, il y avait un des éléments d'évaluation qui n'était pas atteint et derrière, ben, le SSMS ne faisait pas son plan d'action spécifique. Et donc, ce changement de règle, il a vraiment été fait pour que les résultats collent au plus près de la réalité du niveau de maturité en démarche qualité de l'ESSMS et du niveau de qualité des prestations. Ça a été vraiment ce qui a guidé la HAS à changer les règles. Bien entendu, on a pris en compte les conséquences de l'impact qu'a eu ce changement de règles sur les cotations et c'est pour ça qu'il y a eu cet ajustement au niveau de l'échelle qualité. C'est une remarque qu'on entend tout à fait. Merci beaucoup pour votre réponse. Une autre question. Quelle est la démarche? Le rapport provisoire évoque des critères impératifs non atteints, qui est différent de ceux évoqués lors de la réunion de fin d'évaluation sur les critères impératifs. Alors, le rapport provisoire, je pense que donc là, on fait référence au pré-rapport d'évaluation.
Déjà, entre le pré-rapport et le rapport final, vous avez la possibilité, vous, ESSMS, d'émettre des observations pour, par exemple, faire part du fait que vous êtes en désaccord sur l'un ou des critères impératifs. Et l'organisme évaluateur doit prendre en compte vos observations. Alors, il y donne suite ou il ne donne pas suite. Il est maître de sa décision au niveau de changement de cotation. Mais normalement, c'est un dialogue avec votre organisme évaluateur. Vous n'êtes pas censé découvrir dans le rapport d'évaluation finale des critères impératifs qu'on vous aurait annoncés comme atteints et qui ne le sont plus, ou des choses qui ont été modifiées qui ne sont pas en lien avec les observations que vous auriez faites, puisque la phase d'observation doit vous permettre de vous prononcer sur l'intégralité de votre rapport d'évaluation. Donc ça, si vous découvrez vraiment au moment de la lecture ou au moment où vous accusez récession de votre rapport final une cotation dont vous n'avez pas connaissance, surtout sur un critère impératif, là, on est sur un écart méthodologique qui peut faire l'objet d'une réclamation auprès de votre organisme évaluateur sur le coup. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, une remarque sur un ressenti, là, je pense encore. Donc, cette remarque qui dit ceci, qu'il y a peu de A finalement sur Caliscope, le B semblant être la norme. Or, obtenir un B peut être perçu comme moyen par les familles. Donc, c'est la perception de ce score, ce Caliscore. Sur Caliscope, le Caliscore sur Caliscope. Ouais, oui, après, c'est les modalités de calcul, c'est l'impact des critères impératifs qui, effectivement, tend rapidement vers le B. Bon, après, c'est des questions de perception individuelle voilà, de l'échelle qualité. Sur le coup, j'ai pas de commentaire en plus à faire là-dessus. Merci. Donc là, on va sortir de Caliscope et on va reprendre quelques questions qu'on a eues en amont, qu'on n'a pas eu le temps de traiter si ça vous va. Une première question. Alors, j'ai en même temps alors, une question. Peut-on refaire une évaluation avant les 5 ans? Première question. Alors, pour l'instant, c'est pas prévu. En sens, en tout cas, c'est pas prévu dans le dispositif. Mais c'est effectivement une des revendications qui sont faites surtout depuis la publication des résultats. Donc, c'est sans doute une question qui va être questionnée dans le cadre du second cycle, mais ce n'est pas à la main de la HAS puisque c'est avant tout une question réglementaire. Donc, ça, ce sont des questions qui relèvent aussi de la DGCS et du cadre réglementaire global de l'évaluation. C'est sans doute un sujet qui sera mis en discussion, mais pour l'instant, on n'est pas en mesure de dire à quoi vont aboutir ces échanges sur cette possibilité de refaire une deuxième évaluation. Merci. Donc, une autre question. Si la cotation est inférieure à 4 pour les critères impératifs, quel est le délai pour présenter son plan d'action priorisé et les actions qui en découlent à l'autorité de tarification et de contrôle? Le plan d'action, il doit être adressé en même temps que le rapport d'évaluation sur la partie critères impératifs. Donc, la date butoir, c'est la date butoir à laquelle vous devez envoyer votre rapport d'évaluation à votre autorité de tarification et de contrôle. Merci beaucoup. Je poursuis. Alors là, on passe on revient sur les évaluations multisites. Donc, avec cette question, dans le cadre d'une évaluation multisite possible, qui conseille l'organisme gestionnaire sur la demande ou non d'évaluation multisite? Qui fait la demande dérogatoire auprès, alors là, je pense que c'est une erreur parce que c'est auprès de la haute autorité de santé. Je pense que c'est plutôt auprès des autorités de tarification et de contrôle, la demande dérogatoire. Et par quel support cela se fait-il? Là, je ne sais pas si c'est l'autorité de santé qui pourra répondre. Nous, on n'intervient pas dans ce process-là. Hein. C'est dans le cadre d'un dialogue avec votre autorité de tarification et de contrôle. L'organisme évaluateur, il a un rôle de conseil et il est garant du respect de la méthodologie. Donc après, chacun a sa responsabilité dans ce circuit de décision. Et nous, HAS, on dit juste qu'il faut l'autorisation de l'ATC et que la méthode soit respectée. Après, comment est-ce que cette discussion est faite, dans quel cadre, par mail, par téléphone, on ne se mêle pas de ces échanges-là. Alors nous, là, en tant qu'ARH, je suis en mesure pour le coup de vous répondre. Déjà, toute demande doit se faire par écrit.
ça c'est sûr. Donc, souvent, c'est le directeur de l'établissement ou son représentant qui adresse un mail au directeur de la délégation départementale, copie à votre référent d'établissement et qui expose les raisons de cette demande. Et nous, après, on procède à l'analyse, on va dire conformément au cadre posé par la HAS et aussi en fonction voilà, de l'ensemble des éléments en termes de gouvernance, de distance, de personnel partagé. C'est à partir de là qu'on vous donne une réponse qui là aussi est écrite de façon à ce que vous puissiez le transmettre à l'organisme évaluateur. Donc tout se fait par écrit et de façon à pouvoir bien tracer les éléments justificatifs. Merci. Et on a d'autres questions qui arrivent au fil de l'eau. L'organisme évaluateur va-t-il être imposé ou peut-on toujours le choisir? Tu veux répondre, Clarence? Oui, ouais, je vais prendre la parole, effectivement. Non, l'organisme évaluateur, c'est à l'établissement d'en faire la sélection, hein. Il fait son appel à manifestation d'intérêt, c'est pas bon terme, mais j'arrive pas à le trouver. L'appel à candidature, pardon, voilà. Et puis après, c'est chaque organisme évaluateur, en fonction de ses compétences, de sa connaissance du secteur, qui va répondre. Et ensuite, c'est l'organisme, enfin, pardon, la structure qui va choisir. Donc, la HAS n'impose rien. C'est à la main de la structure qui se fait évaluer. On a aussi une question sur un organisme évaluateur dont l'accréditation est suspendue et qui, pour autant, a des contrats, qui a signé des contrats avec des établissements ou dont le rapport est en cours et pour lequel, effectivement, il est demandé quelle est la position de la HAS concernant cet évaluateur qui, effectivement, a informé l'ensemble des établissements, mais en leur indiquant que, voilà, ils étaient sous surveillance en novembre, mais que ils avaient bon espoir de pouvoir reporter 3 mois la mise en œuvre des évaluations. Oui, sur ce sujet des suspensions, la position de la HAS, en fait, c'est que dès lors qu'un organisme évaluateur est suspendu, de fait, il n'a plus accès à SINAE, il n'est plus en mesure, effectivement, de poursuivre les évaluations. Donc, tout est mis en stand-by au moment de la suspension. Et ensuite, c'est un dialogue qui doit s'enclencher entre l'organisme évaluateur, le SSMS et puis son ATC si ça impacte un retard sur la transmission finale du rapport d'évaluation, le temps que l'organisme évaluateur puisse retrouver ses droits. Et sachant que le décret prévoit également que si à l'issue, finalement, l'organisme évaluateur n'obtient pas son accréditation, l'ATC est en mesure de demander de refaire une évaluation. C'est un cas rare auquel on n'a jamais eu écho de ça pour l'instant, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu par la réglementation. Mais dès lors qu'un organisme est suspendu, il n'a plus accès à SINAE et les évaluations sont mises en attente, de fait. Merci. Ça répond, oui. Ça répond du coup à une des questions qui nous était posée en même temps que la question était posée, que vous y répondiez. C'est l'organisme qui est accrédité ou bien ce sont les évaluateurs? Non, c'est l'organisme. Merci. Donc une question sur, alors c'est une situation spécifique mais peut-être d'autres se la posent. Dans le rapport accessible sur Caliscope, nous avons 10 critères atteints sur 17. Cependant, sur la page d'accueil de notre établissement, il apparaît 5 critères atteints et donc une note AC. Comment expliquer cela, cet écart entre les deux? Alors je pense que ça doit être le rapport qui est téléchargeable, qui indique 10 critères atteints sur 17, mais sur la page d'accueil de l'établissement, c'est 5 critères atteints. Qui est Alors, notifié. je pense que la différence se situe sans doute entre le rapport officiel et ce qui est affiché sur Caliscope, en lien à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur l'ajout de la décimale, parce que normalement, il n'est pas censé y avoir en revanche d'écart entre l'extraction du rapport qui est sur Caliscope et ce qui est affiché sur Caliscope. Donc ça, s'il y a une distorsion, il faut nous écrire en fait à la boîte contact pour qu'on puisse regarder ce cas spécifique. Alors, il y en a 2 à arriver coup sur coup. Je ne sais pas, on est en train de... Certaines évaluations se sont très mal Ah ouais.
Alors effectivement, on a un retour aussi d'expérience et une question à la fois. Dans certaines situations, donc pour certaines évaluations qui se sont très mal passées, par exemple pression mise sur les professionnels occasionnant pardon, des réactions émotionnelles importantes, type pleurs, l'établissement peut-il suspendre cette personne et la mettre dehors? Suspendre l'évaluateur, du coup. L'évaluateur, oui. Alors, déjà, si une évaluation se passe mal, il faut faire une réclamation officielle à l'organisme évaluateur, au référent SMS, par écrit, parce qu'ensuite c'est versé dans le système qualité de l'organisme évaluateur, et derrière ça peut être consulté par le COFRAC qui est responsable de la délivrance des accréditations. Ça, c'est le premier élément. Et si vraiment, au niveau du dialogue avec l'organisme évaluateur, ça ne règle pas la situation, n'hésitez pas aussi à faire un signalement auprès de la HAS via notre boîte contact et de nous alerter lorsque vous avez ce genre de difficultés. Après, est-ce qu'on peut suspendre un évaluateur? Ça, c'est en lien avec, c'est en lien avec l'organisme évaluateur, parce que nous, à la HAS, on ne se mêle pas de ce type de conflit, on ne prend pas parti. On instruit des signalements sur des visites d'évaluation qui éventuellement se seraient mal passées, et on avertit le COFRAC lorsqu'on juge que c'est nécessaire. Mais le mieux étant encore de dialoguer avec le référent SMS de l'organisme pour expliquer les difficultés que vous avez eues avec l'évaluateur en question, et rappeler aussi les obligations qui sont dans le cahier des charges sur les compétences des évaluateurs, que ce soit au niveau de la connaissance du terrain, du secteur, que de la posture, de la bienveillance, la création des conditions d'un dialogue constructif, etc. Tout ça, vous avez ces éléments-là dans nos documents. Merci pour votre retour. On a d'autres retours d'expérience dans ce sens, hein, d'évaluations qui ont pu être mal vécues par des professionnels, mais j'imagine aussi des personnes accompagnées. Donc là, je vous le dis, hein, ce qui est noté, je vous le partage. Nous avons mal vécu notre évaluation. Évaluateur qui a fait des évaluations à la chaîne et qui est fatigué et en devient malveillant. Ouais. On a beaucoup de. C'est vrai on a pas mal on a eu oui, pas mal de signalements sur des problèmes de posture au Ouais. niveau des évaluateurs. Côté HAS, on essaye d'agir, en tout cas, pour essayer de gérer ce phénomène, notamment dans nos journées des référents SMS, où on fait systématiquement des rappels sur ce qui est attendu en termes de posture, de rappeler que les évaluateurs ne sont pas dans une posture de contrôle et d'audit, par exemple, ce genre de choses. Et puis, au niveau de la fiche pratique, on pourra terminer sur la dernière slide de conclusion. Sur la cotation, on fait également des rappels. On va publier une deuxième version de notre fiche sur la cotation très bientôt. On va faire des rappels sur la posture avec un webinaire qui sera prévu l'année prochaine. On va vraiment insister sur ces éléments-là, puisqu'on constate bien qu'il y a des difficultés sur le terrain à ce sujet. Donc on en est bien conscient à la HS. Merci beaucoup. Alors, on a fait des signes ici. On va continuer et poursuivre pour terminer. Et tenir le Ah. timing. Et tenir le timing. Oui, il nous restait qu'une seule slide sur les perspectives. Donc, il y a 3 fiches techniques qui vont être publiées très prochainement. La première, c'est sur la manière dont il faut utiliser la cotation non concernée, puisque ça, c'est un sujet qui traite quand même plus globalement de la manière dont les structures peuvent s'approprier le référentiel d'évaluation, puisqu'on entend souvent aussi des structures qui sont en difficulté, qui ont le sentiment que les critères ne s'appliquent pas à leur spécificité, ne s'appliquent pas à leur contexte d'intervention. Et donc, dans cette fiche pratique, on explique voilà, quelles sont les clés pour s'approprier au mieux le référentiel d'évaluation, comment le lire en l'adaptant à son contexte d'intervention, et puis comment utiliser cette fameuse cotation non concernée, qui est aussi un levier d'ajustement lorsque un critère est inapplicable ou non pertinent au regard des modalités d'intervention de la structure ou de la situation de la personne accompagnée. La deuxième, c'est sur la question des observations. On va également rédiger une fiche pratique sur ce qui est attendu dans les observations, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a un tiers des structures à peine qui émettent des observations dans leur rapport d'évaluation. Or, c'est une phase extrêmement importante, puisque ça permet aussi à l'ESSMS de faire part de ces éléments, de dire comment l'évaluation s'est passée, de nous dire si ça a fait évoluer sa démarche qualité, et puis d'amener des éléments complémentaires s'il le juge nécessaire pour justifier, pour demander des évolutions sur les cotations ou sur les commentaires du rapport. On invite vraiment les ESSMS à se saisir de cette phase d'observation, et on va publier cette fiche sans doute en début d'année prochaine pour donner un cadre sur ce qui peut être mis dans ces observations. Et enfin, je disais, très important,
on va publier une deuxième version de notre fiche relative au système de cotation. Si vous ne l'avez pas consulté, je vous invite à aller voir la version 2 qui va être publiée au mois de décembre, dans laquelle surtout on insiste pour que les les organismes évaluateurs mettent un petit peu moins la focale sur l'analyse documentaire et les éléments de preuve écrits, parce qu'on a constaté qu'au niveau des évaluations, les éléments de preuve écrits ont un petit peu pris le pas sur les deux autres méthodes d'évaluation qui sont les observations et les entretiens. Et c'était pas forcément l'objectif. Donc, on voudrait un petit peu décentrer l'évaluation de l'élément de preuve écrit pour retrouver des cotations qui sont vraiment basées sur une cohérence d'ensemble entre ce que l'organisme évaluateur investigue dans le cadre des entretiens, dans le cadre de ce qu'il observe et dans le cadre de ce qu'il analyse au niveau de la documentation. Et enfin, bien entendu, l'année prochaine marque le démarrage des travaux sur la version 2 du dispositif, puisque on arrive en fin de cycle, hein, c'était 2023-2027. Et donc en 2027 va démarrer le deuxième cycle de 5 ans avec donc un dispositif qui aura évolué et des travaux qui sont actuellement en cours de cadrage. Merci, merci pour votre intervention. Nous avons quelques questions, notamment concernant donc cette nouvelle version, où quelqu'un nous rapporte, voilà, je souhaite mettre en garde sur le délai de mise en place. Donc je lis ce qui est écrit. Donc je souhaite mettre en place sur le délai de mise en place, sur l'évolution de juillet, le délai de mise en œuvre a été beaucoup trop court, 3 mois, du point de vue du coup de la personne. Et par ailleurs aussi, il est aussi posé une question, serait-il possible d'avoir l'adresse contact évoquée par l'HAS? Oui, moi je partage, donc je sais pas si je peux mettre Oui, dans le chat mais la. nous, on va Oui, mettre, Vous on va pouvez mettre la dans mettre oui. notre boîte générique. Et puis oui, c'est bien noté sur le délai de prévenance. Effectivement, de toute façon, on a une obligation réglementaire. La version 2 doit être disponible 6 mois avant le lancement du deuxième cycle. Donc, il y aura un temps d'appropriation. Ça ne sera pas publié à la dernière minute. Et en tout cas, c'est des éléments aussi qu'on fera remonter à nos collègues qui seront en charge du pilotage de cette version 2. Très bien, merci. Il est 14h26. Alors, il y a pas mal de questions qui sont encore posées. Donc, nous, on veillera à pouvoir vous apporter des éléments de réponse et en échanger avec vous, si vous en êtes d'accord, au niveau de la HAS pour apporter la réponse la plus précise possible aux différentes questions qui sont posées. Donc, on a des questions sur la valorisation de l'auto-évaluation. On a aussi beaucoup de questions sur des critères impératifs manquants et qu'il conviendrait valider. Voilà, on a un certain nombre de sujets comme ça qui convient de se poser et en lien avec vous pour pouvoir y répondre et apporter des éléments de réponse. Ok. Voilà. N'hésitez pas. Il est 14h27, on va tenir le timing. Déjà, tout d'abord, on tient vraiment à vous remercier pour votre mobilisation et participation nombreuse. Merci beaucoup à la HAS de s'être rendu aussi disponible pour répondre et puis être totalement transparent et répondre à toutes les questions qui ont été posées. Concernant l'ARS Bretagne, mais aussi en lien avec le CAPS, le CREAI Bretagne, et puis nos autres structures et partenaires, on va continuer à vous accompagner sur le dispositif des évaluations, dans le but toujours d'améliorer, de l'amélioration continue de la qualité. Donc c'est pourquoi on va travailler évidemment à partir des éléments fournis par la HAS, on va travailler des webinaires spécifiques, dont, comme d'habitude, n'hésitez pas lors du questionnaire qui vous sera retourné à nous dire les thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on travaille, les thématiques sur lesquelles vous voulez des retours d'expérience, des partages d'informations. Et puis, effectivement, avec la publication de ces résultats, alors on a bien compris qu'on allait attendre toutes les nouvelles notes, mais évidemment, il y aura aussi une procédure d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que voilà, avoir une note D, par exemple, voilà, c'est pas, on est vraiment dans l'amélioration continue de la qualité. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer à la fois des webinaires, mais aussi peut-être des groupes de travail en lien avec le CAPS, le CREAI, le MEDIT ou l'espace de réflexion éthique de Bretagne. Et pour ce faire, n'hésitez pas là aussi à nous faire part de vos besoins, de façon à ce qu'on soit au plus près qu'on y réponde de manière plus précise possible. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Donc, comme vous pouvez le voir, que ce soit HAS, ARS, structure d'appui, on est là pour vous accompagner et surtout que ces évaluations prennent du sens pour vous et du sens au quotidien.
Donc c'était important pour nous de le repréciser. On ne peut pas vous dire quand sera le prochain webinaire puisque on attend vos retours, mais la programmation va se faire incessamment sous peu, donc vous aurez évidemment de nos nouvelles. En tout cas, merci à vous tous hein, parce que vous étiez à peu près 125 au plus haut de participation. Merci beaucoup à la HAS et puis ben, à très bientôt pour des nouveaux webinaires ou groupes de travail. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au Merci, au revoir. revoir. Merci.